Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir sur la télévision du futur, surtout dans le cadre de ce rendez-vous sur le vif. Sur le vif reçoit ce soir deux personnalités que vous connaissez déjà à travers, bien sûr, ce programme. Autour de ce rendez-vous, deux thématiques importantes. On va parler de cette révision du fichier électoral après deux réunions au ministère de l'Intérieur. On se rend véritablement compte que les choses n'avancent pas. Chaque parti reste campé sur ses positions. Le ministère de l'Intérieur qui représente le gouvernement d'un côté, de l'autre côté, les partis politiques de l'opposition qui veulent véritablement des réponses aux 10 points de revendication contenus dans leur cahier de charges. On essaiera donc d'en débattre autour de cette table pour essayer de comprendre ce dialogue de sourds entre gouvernement et opposition. Le deuxième thème nous amènera donc à parler peut-être un peu des choses que vous vivez en ce qui concerne certains compatriotes de cette traque qui est souvent organisée par le gouvernement, par le parti au pouvoir envers ceux qui décident de quitter le bateau. Comment comprendre cette traque? Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'elle est importante? En tout cas, je vais vous présenter les deux invités qui vont ensemble nous permettre de comprendre ces deux thèmes. Le premier, c'est bien sûr Pascal Nkoulou, homme politique, on ne le dira jamais assez, président du Bloc démocratique populaire BDP. Pascal, bonsoir. Bonsoir Joël. Merci d'avoir une nouvelle fois accepté notre invitation. Vous ne serez pas seul, vous serez avec le docteur Jonathan Toutoum-Ngom, géopolitologue, géostratège, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci aussi à vous d'avoir accepté notre invitation. Première thématique, révision du fichier électoral. Deux réunions déjà au ministère de l'Intérieur entre le chef de ce département nouvellement arrivé et les partis politiques de l'opposition et de la majorité. On se rend véritablement compte que rien n'avance, Pascal. Bon, on va de façon la plus simple possible essayer d'examiner cette question. Pourquoi je dis de la façon la plus simple possible? Parce que sur un plan ordinaire, la loi prévoit qu'il y ait une révision de la liste électorale chaque année. La période légale se situant régulièrement entre le mois de janvier et je crois le mois de mars. Bon, pour des raisons de calendrier ou pour des raisons d'événements intervenus, il se trouve que cette révision du fichier électoral devrait se faire au cours du dernier trimestre de cette année. L'année 2016 étant consacrée à l'organisation des élections. Comme tout le monde le sait encore, la loi dit aussi qu'en année électorale, on ne peut pas toucher au fichier électoral. Donc, c'est dans cette situation qu'il va falloir, en ce qui me concerne, réexaminer cette question. Pourquoi est-ce qu'il faut la réexaminer? Parce qu'aux dernières élections locales, on a utilisé un nouveau fichier électoral. Ce fichier électoral était assis sur la biométrie. Malheureusement pour certains, cette biométrie n'a pas été convenablement, je dois dire, ajustée aux éléments qui existaient déjà. Quand vous dites malheureusement pour certains, pour qui? L'opposition? Il faut tenir compte de tout ce qu'il y a comme opinion après une élection. D'aucuns ont estimé que le fichier électoral que nous avions n'avait rien de biométrique. Et pour vous, est-ce que c'était un fichier biométrique? Ce que je veux dire, c'est que moi, je me suis régulièrement fait enrôler et je constatais que les éléments qui avaient été considérés comme des éléments d'enregistrement étaient dans un premier temps des éléments scripturaux, c'est-à-dire le nom simplement, mais également l'empreinte digitale et, je ne sais pas comment définir ça, cet appareil qui faisait une photographie, je crois de l'œil, quelque chose comme ça, et ensuite il y avait la photo. Donc tous ces éléments contribuent à faire en sorte que, en plus de la simple carte électorale qu'on avait, où il y avait juste le nom, maintenant on a la photo. Et ensuite sur la liste électorale elle-même, il y a la photo. Ce que je considère pour ma part comme étant une grande avancée. Ce que d'aucuns reprochent, c'est le fait qu'il n'y ait pas une possibilité d'identification
sur le vote. C'est-à-dire, quand vous arrivez, il faudrait confirmer que la photo et l'index, tout ceci, sont bien la propriété de celui qui est détenteur de la carte. Bon, moi je trouve que aujourd'hui, on ne peut pas, sauf si cela s'est fait ailleurs, je pense que vous devez considérer ça comme étant une avancée, le besoin de procéder à une identification électronique, parce que cela dont il est question, n'opère en rien au fait qu'à la photo qui est sur la carte d'électeur, et qui est sur la liste électorale, on a là deux éléments d'identification qui permettent naturellement d'autoriser le vote du citoyen qui se présente dans un bureau de vote. Pour l'opposition aujourd'hui, il faut qu'à ces éléments existants, qu'il y ait nécessairement une identification électronique. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, on a en droit de considérer que le fichier électoral qui existe chez nous ne peut pas permettre qu'on organise les élections présidentielles? Ça peut être un débat. Moi, la question que je me pose est une question, est un point de vue d'autres citoyens. Je note simplement que dans notre pays, de plus en plus, il y a comme une dictature des partis politiques. Parce que cette disposition qui fait en sorte que l'on associe des partis politiques à l'organisation officielle de l'État me semble être de nature à être des sources de crise. Il suffit qu'une partie ne se sente pas ou ne trouve pas son compte pour créer des points de blocage. Et c'est exactement la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Docteur? Bon, je pense que je ne dirais pas quelque chose de différent de ce que Pascal a dit. Je pense qu'il fournit là, en ce début du débat, des éléments très importants par rapport à l'imbroglio qui semble régner aujourd'hui entre d'un côté les partis politiques de l'opposition et de l'autre côté le ministère de l'Intérieur. Mais ma première observation, c'est que le ministère de l'Intérieur n'a aucune position. Les nouvelles autorités ministérielles au niveau du département de l'Intérieur ont trouvé 12 points, je pense, qui avaient déjà fait l'objet d'un accord lors des négociations antérieures et qui ne demandent qu'à être appliqués. C'est de cela dont il est question. Et donc, je pense qu'il ne revient pas au ministre de l'Intérieur d'inventer quoi que ce soit. Il a trouvé 12 points qui avaient déjà fait l'objet d'un accord. Et à partir de là, il ne lui revient qu'à appliquer ce qui a déjà été accepté par tout le monde. Ça, c'est ma première observation. La deuxième observation, c'est que le ministère de l'Intérieur n'a pas raison et ne peut pas avoir raison. Puisque, comme l'a dit Pascal, la loi exige que la liste et le fichier électoral soient révisés chaque année. Or, il vous souviendra que la dernière révision de la liste électorale a eu lieu en 2012. Cela fait 2 ans. Cela fait 2 ans. Donc, 2013, violation de la loi par le ministère de l'Intérieur. 2014, violation de la loi du ministère de l'Intérieur. Donc, toute autre raison que le ministère de l'Intérieur veut vouloir avancer aujourd'hui n'est qu'une farce. À partir du moment où ce ministère-là s'est déjà rendu coupable d'une violation de la loi. La troisième observation, et Pascal l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on fait état aujourd'hui d'une révision de la liste électorale, ce qui est une bonne chose parce que nous sommes à la veille des consultations électorales capitales, notamment l'élection présidentielle en août 2016 en principe et les élections législatives en décembre, si bien sûr le calendrier constitutionnel est respecté. Mais il se trouve que nous n'avons que 570 000 électeurs, d'après le dernier recensement. Les 570 000 électeurs, je m'excuse, ce n'est même pas un bureau de vote en République démocratique du Congo. Ce n'est même pas un bureau de vote au Nigeria. Et voilà que le Gabon est incapable, depuis 1990, d'organiser une élection crédible avec 570 000 électeurs. L'arrondissement de Cocody en Côte d'Ivoire, où vont avoir lieu des élections, c'est 5 millions d'habitants à Abidjan. Un arrondissement d'Abidjan, c'est 5 millions d'habitants. Mais au Gabon, toute la population électorale ne dépasse pas 5 millions d'habitants n'atteint même pas le million d'habitants. Et que nous, Gabonais, nous sommes incapables d'organiser des élections. On a parlé du fichier, disons, de l'enrôlement biométrique en 2012, avant les élections locales. Mais, Pascal, je m'excuse, ça n'a jamais été une biométrie. Ça a été un enregistrement électronique ou un enregistrement informatique du fichier
du fichier électoral. Ça veut dire que les 570 000 électeurs qui ont fait l'objet d'un enrôlement informatisé peuvent tenir dans une seule clé USB. Est-ce que vous vous rendez compte que 570 000 électeurs, c'est une seule clé USB de faible capacité? Et on nous dit que c'était une biométrie. Non, je réaffirme ici que ce n'était pas une biométrie, ça a été un enregistrement informatisé des électeurs. Pourquoi? Je vous cite des exemples. Un document biométrique doit comporter non seulement les éléments biologiques, soit les empreintes digitales ou la rétine de l'œil, par exemple. Et que, en fin de compte, dans tout document biométrique, non seulement on trouve ces éléments biologiques, mais en plus, nous devons trouver notamment les empreintes digitales, comme je l'ai dit, mais aussi le code barre. Le code barre est pour tout document administratif ce que l'ADN est pour un être humain. Ça veut dire que tout document administratif a son unique code barre. Or, si vous prenez la carte d'électeur, n'importe quelle carte d'électeur de 2012, qu'est-ce qui fait la différence avec les cartes d'électeurs antérieures? Il n'y a que la photo qu'on y a placardée. Il n'y a aucun élément qui prouve que cette carte d'électeur a fait l'objet d'un traitement biométrique. Ni empreinte digitale, ni la couleur de la rétine de l'œil, ni même le code barre. À partir de là, ce n'est pas un document biométrique comme l'est le passeport aujourd'hui. Regardez bien le passeport, vous aurez non seulement les éléments biologiques qui prouvent le caractère biométrique de ce passeport, mais aussi vous aurez un code barre, ce qui fait la différence entre vous, votre passeport biométrique et le mien. Mais en plus, dans tout système biométrique, il faut qu'on arrive à l'identification de l'électeur et à la localisation. Mais aujourd'hui, et les gens confondent donc ces éléments avec le vote électronique. Personne n'a parlé du vote électronique. Donc, tous ces éléments concourent à ce qu'on dise qu'il faut aujourd'hui que le nouveau fichier électoral soit donc un fichier tout à fait biométrique et non informatisé. Et je pense que tous ces éléments-là doivent pouvoir mettre d'accord et les partis politiques de la majorité et les partis politiques de l'opposition, mais également le ministère de l'Intérieur. Et pour sortir de ce premier point, je dois dire à Pascal que si on a réussi, si on a impliqué jusque-là les partis politiques dans le processus électoral ou bien dans le processus politique qui doit être géré par l'État, c'est parce qu'on a vu que l'État était incapable. Il vous souviendra que depuis 1990, en 90, lorsqu'on sort de la conférence nationale, eh bien c'est le ministère de l'Intérieur qui est en charge de l'organisation des élections. Il y a eu flop, il y a eu mauvaise organisation des élections. Nous sommes allés aux élections de présidentielles de 1993. C'est toujours le ministère de l'Intérieur qui a en charge l'organisation de ces élections. Nous sommes allés aux accords de Paris. On a confié ces élections aux magistrats. Et toujours des mêmes problèmes. Donc on a pensé, avec, je pense, les accords d'Arambo, d'impliquer les partis politiques pour que chacun ait l'œil dans tout ce qui se déroule et dans tout ce qui s'organise. Et toujours est-il que nous, Gabonais, nous sommes incapables, avec 570 000 électeurs, d'organiser des élections crédibles. Honte à nous, honte aux Gabonais. Une association qui permettait peut-être aussi d'apaiser le climat au terme de ce processus électoral. Très rapidement, vous avez écouté le docteur Jonathan Ntoutoumgom sur les principaux points que vous avez évoqués concernant le blocage que vous ne comprenez pas, l'immixtion des partis politiques dans la gestion de ceux qui doivent convenablement revenir au gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que le docteur vient d'édifier aux téléspectatrices et téléspectateurs, on peut véritablement dire que la biométrie a véritablement abouti au terme de ce qu'on a constaté lors des dernières consultations électorales au Gabon? Non, je disais qu'un processus avait été engagé. Ce processus consistait en la conception d'un nouveau fichier électoral. Donc cette nouvelle liste électorale devrait, en plus des éléments anciens, comporter des prélèvements biométriques. Et ces prélèvements biométriques, c'est une jonction de mots. Il y a les éléments bio et la numérisation. Donc on dit biométrique. Et je ne reprends pas le docteur. J'ai seulement dit que lorsque vous avez une empreinte, que vous avez une photo, que vous avez un prélèvement numérique de la rétine de l'œil, c'est déjà ça des prélèvements biométriques. Évidemment, tout le monde aurait souhaité que cette carte soit identifiable, mais elle a en plus l'avantage d'être accompagnée de la liste électorale.
Or, aujourd'hui, pour rester dans le cadre de ce que décrit le docteur Jonathan, toutes ces opérations sont menées d'accord parti entre les partis politiques, moi je n'incrimine pas l'opposition, je dis entre les partis politiques et l'État. Seulement ce que je regrette, c'est que de plus en plus, nous sommes entrés dans un processus, c'est une très bonne chose, mais nous sommes entrés dans un processus de défiance de l'État. Or, si on veut vraiment être responsable et pointer du doigt que telle chose ne fonctionne pas, en ayant de véritables coupables, des gens qui doivent rendre compte, il faut éviter de faire des bouillons. Dans notre pays, il y a trop de mélange de genres. Les citoyens, membres des partis politiques, n'ont a priori aucune responsabilité établie dans la gestion de l'État, si ce n'est comme tous les autres. Or, lorsqu'on les ajoute ou lorsqu'on les associe à des opérations de taille et capitale comme la constitution des fichiers électoraux, ça fait en sorte qu'à tout moment, on peut vivre des crises. Et ces crises sont généralement dues au fait que tel parti ne trouve pas son compte et non pas par rapport au fait que l'ensemble des moyens alloués ne répondent pas. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, cette liste électorale que tout le monde critique, elle a bien été, constituée ou initiée par les partis politiques et l'État. Mais est-ce qu'on a fini avec les critiques? Qui tient-on pour responsable? Et ensuite, quand on arrive à la gestion des opérations de vote, c'est encore entre les partis politiques et l'État. Mais à chaque fois, on en arrive au même résultat. Ce que je note dans notre pays, c'est certainement que par moment, un système peut satisfaire, et on a eu le cas en 2013 au cours des élections locales, où M. Eguendon a bien gagné, avec cette liste électorale, avec ce mode opératoire pour gérer les élections. On a vu des circonstances où, tout dernièrement, les élections partielles de Vitam, où le député de l'Union nationale, M. Yego, a bien gagné les élections avec ces listes électorales et ce même mode opératoire concernant la gestion des élections. Je note simplement qu'aujourd'hui, où on fait œuvre de sincérité en reconnaissant que nous sommes engagés dans un processus et qu'il faut souvent coller aux exigences constitutionnelles, auquel cas chacun met en place des mécanismes lui permettant de contrôler, ses intérêts électoraux et en tenir compte, parce que encore là aussi, on a pu voir quand même qu'en ce qui concerne les recours et toutes ces procédures post-électoraux, on a toujours des résultats conséquents. Donc ce que je veux dire, c'est que le fichier électoral qu'on a chez nous, il est bien biométrique. Le problème d'identification pose un tout autre problème. Ça vous supposerait qu'il faut arriver à interconnecter tous les bureaux de vote du Gabon. Je crois que lorsqu'on regarde déjà la capacité énergétique et celle de notre pays et que l'on veuille vraiment avoir une élection sereine, il sera difficile de savoir que telle carte d'électeur doit être identifiée et être vérifiée par le serveur. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être identifié, il s'agirait de ce qu'il y a une sorte de serveur, je pense, qui crédite, c'est-à-dire qui valide le vote. Or, à ce moment-là, même si Jonathan dit qu'il ne s'agit pas d'un vote électronique, on est presque à cela. Identifier une carte électroniquement supposerait faire valider le vote de manière électronique aussi. Or, je ne pense pas que cela soit possible. Les quelques États au monde qui se sont hasardés au vote électronique ont connu des problèmes. Et c'est pour ça que la forme traditionnelle du vote est restée. Je crois que faisons confiance en l'État, faisons confiance aux Gabonais, le docteur Jonathan l'a dit, c'est 600 000 personnes qu'il faut simplement archiver, qu'il faut identifier et permettre de voter dans de bonnes conditions. Si les partis politiques participent à cette opération de l'amont en aval, je ne vois pas pourquoi, ou je ne comprends pas pourquoi, et s'il y aurait à chaque fois autant de récriminations. On a vu au présidentiel, on n'avait pas la biométrie, mais on a eu les résultats qu'on a eus. Ces résultats ont été officiellement communiqués, et ensuite, on a vu les législatives. Malheureusement, l'opposition n'est pas allée, mais là où les opposants se sont présentés, des résultats qui leur étaient favorables ont été admis. Au niveau des élections locales, là où l'opposition s'est organisée, on a vu que ces résultats étaient conséquents. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a une liste électorale biométrique. Il faut peut-être certainement essayer encore de la regarder en profondeur pour, si doublons il y a, les éliminer. Mais je crois très objectivement qu'aujourd'hui, au Gabon, on peut utiliser la liste électorale que nous avons et avoir des résultats conséquents susceptibles de donner du crédit aux sorties des urnes, aux vainqueurs. Vous comprenez quand même le blocage de 2 années de révision de cette liste par le gouvernement? Je ne parlerai pas de blocage, et c'est à ce niveau aussi qu'il va falloir interpeller ceux qui, par moment, oublient leur responsabilité de leader politique.
Parce que la loi est claire. La loi dit que la liste électorale doit être révisée chaque année. Seulement parce qu'il y a de nouveaux citoyens qui acquièrent la majorité. Donc sont tenus d'exiger. Voilà. Malheureusement, nous quitte aussi. Donc il faut aussi les rallier. Il faut adapter la liste en fonction donc de ces mouvements. Mais je dis qu'on n'attend pas la veille d'une élection pour imposer qu'il y ait une révision des listes électorales. C'est chaque année. Et effectivement, si l'État ne le fait pas, je crois que les partis politiques devraient exiger de l'État de respecter cette obligation qui est une obligation d'ordre constitutionnel. Malheureusement, cela ne se fait pas. On n'a pas eu en 2014, parce qu'en 2013, il y avait des élections locales. La nouvelle liste venait d'être adoptée. 2014, nous sommes en 2015 en principe. Je crois que le docteur Jonathan devrait nous ramener à une année. Nous sommes donc en 2015. Cette opération a été différée parce qu'elle aurait dû se dérouler de janvier à mars, je crois. Elle fait sur 3 mois. Ça n'a pas été le cas. Bon, nous sommes en fin d'année et l'État voudrait que cette opération se déroule donc d'octobre à novembre. À décembre. Je pense que l'État ne peut pas se laisser aller vers des passe-droits de ce genre lorsqu'il s'agit de la loi. La loi laisse difficilement des fenêtres ouvertes comme celle décrite par Pascal. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des élections en 2013, alors que l'enrôlement a eu lieu, je pense, en 2012, qu'on ne devait pas, après les élections, réviser la liste électorale. À partir du moment où la loi dit la liste électorale doit être révisée chaque année, il n'y a pas un événement qui justifierait le report de cette révision, sauf si l'État se trouve dans une véritable crise, c'est-à-dire l'intégrité du territoire se trouve à mal. C'est ça le problème. Bon, moi je ne donne pas raison à cette opposition. Dieu seul sait que j'ai toujours été parfois dur vis-à-vis de l'opposition. Et par exemple, la position actuelle qui consiste pour certains partis à ne pas vouloir aller, à ne pas vouloir s'impliquer dans la révision de la liste électorale, moi je dis cette partie de l'opposition n'a pas tout à fait raison. Pourquoi ? Je vais vous donner un exemple. C'est en 1994, alors que la maladie Ebola sévit dans la province de Logou-Evindo. Pour les uns, pour certains Gabonais, c'était des déchets toxiques, et pour les autres, c'était la fièvre jaune, telle était peut-être la position du gouvernement. Et le docteur Serge Mbabet-Kale, à l'époque, qui était le ministre de la Santé, disait qu'il s'agisse de la fièvre jaune, qu'il s'agisse des déchets toxiques, il faut d'abord vacciner contre la fièvre jaune. Tout autre raisonnement, Mbabet-Kale disait vacciner, au point que certains journaux de la place lui ont même donné le sobriquet de vacciner. Et moi je dis, dans les conditions actuelles, il faut que les Gabonais s'inscrivent sur des listes électorales. Que ça soit une mauvaise révision de la liste ou pas, je dis, dans les conditions actuelles, moi je lance un appel aux Gabonais, notamment aux Gabonais qui viennent d'avoir la majorité, de s'inscrire sur les listes électorales. Maintenant, s'il va falloir arranger, s'il faut arranger, rien n'est contre l'autre. C'est-à-dire, on peut s'inscrire et puis chercher à appliquer les points d'accord. Mais je dis, dans les conditions actuelles, il faut que les Gabonais s'inscrivent sur les listes électorales. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour cette opposition, nous sommes en 2011, on nous a parlé de transition. Or, la transition signifie l'arrêt brusque d'un processus en cours pour aborder une étape transitaire, en fait, de déboucher sur une autre étape. Mais on nous a parlé de transition, les Gabonais n'ont rien vu. On nous a parlé de conférence nationale souveraine, on n'a rien vu. On nous a parlé même d'une insurrection, les Gabonais n'ont rien vu pour cette opposition. On nous a parlé d'une transition, mais enfin, bref. Donc, moi je me dis, il y a 4 modes d'accession au pouvoir. En dehors des élections, il y a 4 modes d'accession au pouvoir. Il y a par exemple un coup d'État militaire. Il y a l'insurrection. Il y a la démission du chef de l'État en exercice. Il y a malheureusement aussi le décès du chef de l'État en fonction. Mais de ces 4 modes d'accession au pouvoir en dehors des élections, on passe toujours par une étape de transition. Et après la transition, malheureusement, on arrive toujours aux élections. Donc, quel que soit le mode d'accession au pouvoir, qui soit hors
des principes constitutionnels, on arrive toujours à une élection. Donc du coup, quel que soit ce que cette opposition entreprend, on arrivera toujours à une élection. Et une élection suppose l'existence d'un fichier électoral. Et c'est pourquoi moi je dis, les Gabonais doivent s'inscrire sur les listes électorales. Il n'y a pas une autre solution. Mais maintenant, c'est vrai qu'on a des imperfections, et ces imperfections, il faut que les acteurs politiques, il faut que la société civile, puisque moi qui fais partie de la société civile aussi, nous avons demandé lors des différentes audiences à l'ambassade des États-Unis, à l'ambassade, enfin nous avons rencontré les représentants diplomatiques de l'Union européenne, nous étions chez la présidente de la Cour constitutionnelle, nous avons exigé l'implication de la société civile dans le processus électoral d'amont en aval. Donc nous disons, il faut s'inscrire sur les listes électorales. Mais, Pascal, je pense qu'on ne peut pas parler d'un fichier électoral biométrique. Vous êtes allé aux élections en 2012, vous-même vous étiez candidat, vous avez vu cette liste électorale. Elle n'a rien d'une liste électorale biométrique, puisque lorsque vous arrivez au niveau du déroulement des opérations de vote, mais on cherche encore votre nom, il n'y a que votre photo et votre nom, et puis vous êtes obligé encore de signer et prendre le doigt. Mais ce n'est pas possible pour un fichier électoral biométrique où tout doit être visible, et on est capable de contrôler qui a voté pour qui. Et je dis, c'est ce que l'État, le ministère de l'Intérieur doit mettre en place. C'est-à-dire tout en appelant les Gabonais à aller s'inscrire sur des listes, à aller se faire enrôler pour la révision qui va commencer, il faudrait que les populations se rendent compte que ce sont les mêmes appareils, c'est la même technologie qu'on a utilisée en 2012 lors du grand enrôlement informatisé, qu'on doit retrouver. Il est encore hors de question aujourd'hui qu'on revienne à un système de récépissé comme cela s'est passé. Non, il faut que le ministère de l'Intérieur mette tout en place avec la société Gemalto pour qu'on retrouve les mêmes appareils qui ont servi à l'enrôlement de 2012. Donc, nous disons que cette opposition, ou bien cette partie de l'opposition, qui a peut-être une autre idée en tête, parce que l'opposition aujourd'hui est divisée. Il y a une opposition qui ne pense pas à préparer des élections, qui pense à une insurrection. Et une autre qui pense qu'on peut organiser des élections dans des conditions actuelles, à condition d'arranger des imperfections. Mais ceux qui pensent à l'insurrection, ils font cette insurrection avec qui? Avec quelle pression démographique? Pour aboutir à quoi? Dans des violences? Nous disons non. Et même s'il y a une insurrection, on arrive toujours au résultat parce que la communauté internationale demandera un retour à l'ordre constitutionnel. Voilà pourquoi le coup d'État au Burkina Faso a été le coup d'État le plus bête au monde, parce que les coups d'État ne sont plus acceptés aujourd'hui. Vous faites un coup d'État ou une insurrection, mais on demande un retour à l'ordre constitutionnel. Donc du coup, nous disons, il faut préparer ces élections. Et les élections ne se préparent qu'avec un fichier électoral. Et nous demandons au ministère de l'Intérieur de mettre tout en œuvre technologiquement pour que la révision actuelle se passe sur des bases saines avec une véritable biométrisation du fichier électoral. Et d'accord parti, bien sûr, avec les partis politiques, la majorité et l'implication de la société. Justement, je vais vous lire succinctement quelques points contenus dans quelques points des revendications posées par les partis politiques de l'opposition. Premièrement, l'élaboration d'un plan média associant l'opérateur technique Gemalto et les partis politiques et visant à expliquer les mécanismes de fonctionnement de biométrie. Deuxième point, l'implication des partis politiques dans toutes les étapes, notamment le suivi de la traçabilité des mises à jour du système informatique. Troisièmement, l'usage de la carte nationale d'identité comme pièce référence dans toutes les opérations électorales, suivi de l'original ou de la photocopie légalisée de l'acte de naissance ou du jugement supplétif. Quatrièmement, la dotation des moyens supplémentaires au ministère de l'Intérieur pour relancer les campagnes pérennes d'établissement des cartes nationales d'identité sur l'ensemble du territoire et à l'ensemble des Gabonais. L'organisation d'audiences foraines dans les zones rurales pour permettre à tous les Gabonais de se faire progressivement établir les cartes nationales. Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, cette opposition-là n'a quand même pas raison? Parce qu'il y a des compatriotes jusqu'à ce jour qui n'ont même pas de carte nationale d'identité. Il y a des compatriotes encore, on le regrette, malgré l'opération qu'on a enregistrée dans certaines mairies à Libreville qui visait véritablement à donner des statuts à certains de nos compatriotes. Et ça, là, j'étais bien ciblé, qui n'ont pas ni d'acte de naissance, ni de jugement supplétif. Comment ils peuvent aller se faire enrôler et comment on peut régler finalement définitivement
ce problème? Non, mais peut-être que Pascal va bien nous édifier tout à l'heure, puisqu'il est quand même propriétaire, il est quand même acteur politique, il est président d'un parti. Donc, vous dites quand même, comme si vous en doutiez. Non, mais je n'en doute pas. Non, j'ai envie de dire que, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire, on ne peut pas dire que cette opposition a raison, puisque l'opposition ne s'appuie que sur des points qui avaient déjà fait l'objet d'un accord. Mais comment comprendre qu'aujourd'hui, que l'on revienne sur les mêmes points qui ont déjà été l'objet d'un accord? Mais dans ce cas, on peut donc dire que c'est peut-être le ministère de l'Intérieur qui fait la mauvaise foi. Peut-être à partir du moment où il y a eu... Non, mais voilà, les hommes pas de l'administration restent. Donc, les points qui ont déjà fait l'objet d'un accord entre la majorité et l'opposition doivent être appliqués. Et en plus, cette proposition, nous aussi nous la faisons, c'est-à-dire au lieu d'avoir encore l'ancienne carte électorale, la carte nationale d'identité qui est déjà une carte biométrique peut jouer à la fois les deux rôles, c'est-à-dire à la fois être carte d'identité nationale et servir de carte d'électeur aussi. Ça, cette proposition est la meilleure, puisque aujourd'hui, ces cartes d'électeurs qu'on trafique n'importe comment ne nous semblent plus crédibles. Et en même temps, les informations qui nous reviennent font état de ce qu'un pays d'Afrique de l'Ouest a fait récemment, a procédé à la révision des listes, de ces listes électorales. Et dans son ambassade implantée à Libreville au Gabon, ce pays a dû sortir de sa liste électorale près de 5 000 de ses ressortissants, parce que ces ressortissants auraient acquis la nationalité gabonaise. Autrement dit, ça veut dire que les 5 000 ressortissants sortis des listes électorales de ce pays ami d'Afrique de l'Ouest viendraient s'ajouter donc on serait déjà 1 million 100 000. Donc, à partir de là, on sent que quelque chose peut ne pas fonctionner. Je vous donne cette information au conditionnel parce que je me méfie de ces informations. Mais vous savez aussi que la meilleure façon de s'informer au Gabon, c'est déjà la rumeur. Et quand la rumeur commence à être persistante, il faut quand même considérer que cette rumeur peut s'avérer être une information vraie après. Donc du coup, nous disons que la carte électorale, telle que nous l'avons aujourd'hui, telle que fabriquée, sortie des usines de Gemalto et tout le reste, nous disons il faut qu'on reprenne et qu'on donne une importance capitale à la carte nationale d'identité qui est déjà un véritable document biométrique qui peut aussi servir de carte d'électeur. Mais l'opposition ne fait que poser des revendications sur des points qui ont déjà fait l'objet d'un accord et dont l'application doit systématiquement se faire. Pascal? Oui, je note simplement que dans le cadre des différents points qui ont été soulevés par l'opposition, il y a des opérations qui relèvent de la responsabilité citoyenne. C'est-à-dire l'État ne peut pas, outre mesure, motiver des citoyens pour aller se faire établir une carte nationale d'identité ou motiver, outre des parents, pour déclarer leur enfant à la naissance. Ce sont des responsabilités qui incombent à tous les citoyens et chacun y va selon, je dois dire, les nécessités du moment, en fonction des urgences ou des besoins que les uns les autres peuvent éprouver. Mais qu'à cela ne tienne, il est effectivement souhaitable qu'à des périodes exceptionnelles, que l'État fasse un effort au fin d'inciter les citoyens qui ne sont pas détenteurs donc de ces pièces de citoyenneté à les obtenir, simplement pour espérer encore là que ces gens iront s'inscrire. Parce qu'il faut tout de même dissocier les deux opérations. Je peux être détenteur de ma carte d'identité et estimer que pour l'instant, je n'ai pas d'intérêt direct avec un vote, avec une élection quelconque, et ne pas du tout aller me faire inscrire. Le vote est certes obligatoire sur le plan moral, mais le vote ou l'absence de vote n'a pas d'autres implications sur le plan pénal. Je ne sais pas si dans notre pays, le fait de ne pas avoir voté condamnerait un citoyen à quoi que ce soit. Donc, il y a ce type de situation qu'il faut arriver à différencier. Ce que je note simplement ici, c'est que on dit la carte nationale d'identité doit être priorisée, mais elle l'est déjà. Ceux qui, en 2013, se sont inscrits savent qu'il fallait avoir comme élément au fin de procéder à l'opération d'enroulement, la carte nationale d'identité valide, donc ça dit celle qui est en cours. Or, pour récupérer également sa carte d'électeur, il fallait présenter, en plus du récépissé que l'on délivrait au moment de l'inscription, il fallait la joindre à sa carte nationale d'identité. Et quand on va voter, je regrette, monsieur Jonathan, vous présentez votre carte d'électeur et en plus votre carte nationale d'identité. Les éléments d'observation étant très simples, pour certains, estimant qu'on peut avoir une carte d'électeur qui aurait été falsifiée, mais malheureusement avec la carte d'identité, on a la confirmation de l'identité de la personne qui vient au bureau de vote. Donc, je ne vois pas en quoi aujourd'hui poser
comme point de revendication une plus grande délivrance, une délivrance à plus grande échelle de la carte d'identité pourrait être un élément d'ajout. C'est d'autant plus que dans notre pays, les moyens qui sont concédés au ministère de l'Intérieur pour procéder à cette opération sont des moyens ordinaires. Je pense que je ne maîtrise pas leur budget, mais je crois que quand on regarde le fonctionnement ordinaire de tous nos commissariats et de toutes les brigades, il y a également aussi la gendarmerie dans cette opération, sauf si elles ont arrêté de délivrer, sauf si elles ont arrêté de délivrer la carte nationalité. Donc, tous les jours, les gens vont dans les différents commissariats au fin de se faire délivrer une carte nationale d'identité. Mettre cette opération comme une exigence au fin que les élections aient lieu, je trouve quand même que c'est un manque de volonté et il y a là aussi une ignorance totale de nos us et coutumes, c'est-à-dire des habitudes des Gabonais. Les Gabonais ont eux-mêmes pris l'habitude de s'établir une carte d'identité. Ceux qui ne l'ont pas, ne l'ont simplement pas pour diverses raisons. Mais chacun doit avoir sa carte nationale d'identité et je ne conçois pas que l'on veuille inciter l'État à motiver les citoyens en disant il faut que tu aies ta carte d'identité. Tu es citoyen, tu dois avoir ta carte d'identité. Et ensuite, pour ce qui est du fichier électoral, le vote est un élément d'interpellation. Pascal Nkoulou, je vais voter comme c'est parce que je suis acteur politique. J'ai une vision pour mon pays. Ceux que j'incite à me soutenir, je leur communique ma vision, je leur communique l'intérêt qu'ils ont à exprimer leur citoyenneté par le choix d'une politique ou par l'ascension d'une mauvaise politique. Mais lorsque l'on est citoyen et que l'on ne procède pas à ce type d'acte individuel, j'ai peine à croire que ça pourrait contribuer d'une façon ou d'une autre à améliorer le vote dans notre pays. Bien au contraire, les citoyens qui font l'effort individuellement de souscrire à ce processus, je les considère et je les incite à veiller à chaque fois que la liste électorale doit être révisée. Il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il soit nécessaire que l'opposition prenne sur elle ou que les partis politiques prennent sur eux d'imposer à l'État, surtout que ça engage des dépenses supplémentaires. Est-ce que dans le budget 2016 ou 2015 qui est pratiquement épuisé, est-ce que ces opérations, parce que cette opération va avoir un coût, est-ce que ces choses ont été prévues? Je crois que c'est pour ça que je disais, il faut qu'on sorte de la trop grande présence des partis politiques dans des questions qui sont des questions d'ordre républicain, simplement parce que ces partis politiques ont une responsabilité limitée. Le ministre de l'Intérieur, sa responsabilité est beaucoup plus étendue. Et que peut-être, si on laissait au ministère de l'Intérieur, qui prenait avis, parce que c'est deux choses différentes, à être partie prenante et à donner son point de vue, ou donner son avis, ou être seulement consulté. Si on laissait au ministère de l'Intérieur la responsabilité de l'organisation de l'ensemble du fichier électoral, je crois qu'on pourrait mieux lui poser toutes les situations aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas être juge et parti en même temps. Toutes ces opérations ont été menées avec les membres des partis politiques qui étaient associés. Je crois même savoir qu'il y a eu une commission sur l'éthique au fin d'éviter qu'il y ait une exploitation autre des renseignements qui seraient issus de l'enregistrement des citoyens. Et dans cette commission, il y avait effectivement des membres des partis politiques, de l'opposition, de la majorité, et même de la société civile aussi. Donc, je veux simplement dire que, voyez-vous, à chaque fois que l'on procède à ce type d'ouverture, il est difficile de dégager les responsabilités parce que ceux qui viennent là, pour une certaine période, n'ont pas la même responsabilité que l'État. C'est peut-être, M. Jonathan, la circonstance aujourd'hui d'inviter l'État à assumer pleinement ses missions au fin de mieux tirer les leçons, tout en étant d'accord avec vous, en disant qu'il faut inviter les Gabonais à aller s'inscrire. Les partis politiques ne sont pas détenteurs de notre engagement citoyen. On vote parce qu'on est citoyen. On vote parce qu'on a adhéré à une vision, un discours politique prôné par un homme politique. Les partis politiques ne sont pas les objecteurs de conscience des citoyens. Il faut qu'on sorte de cet engrenage où, quand les partis politiques disent quelque chose, on suit et on obéit de façon aveugle. Je suis citoyen gabonais, je vote en fonction de mes convictions politiques. Merci. Donc, occasion pour le docteur Jonathan Toutoum d'inviter peut-être le gouvernement à plus de responsabilités aussi. Non, je pense que je l'ai déjà dit sur ce plateau que le gouvernement doit jouer son rôle. Mais lorsque ce gouvernement procède à des violations des propres lois prises, initiées au niveau de la République, ce gouvernement, à un moment donné, doit se raviser. Moi, je pense que Pascal
en tant qu'acteur politique, les propos que vous venez de tenir me semblent un peu dangereux et parfois regrettables, parce que lorsque vous dites que la déclaration d'un enfant, l'établissement d'une carte nationale d'identité doivent relever de la seule responsabilité citoyenne, je dis non, c'est dangereux. Et puis quand vous dites on vote parce qu'on est citoyen, mais on vote aussi pour que son vote soit pris en compte, mais on ne vote pas pour que les votes soient détournés. Mais je vais répondre sur les Nous n'étions pas sur le fait du vote détourné, nous étions sur l'opération électorale. Oui, et on vote pour que son vote soit respecté. Les votes sont on ne vote pas pour que les votes soient détournés, sinon il n'y aurait pas de contestation. Non, les votes sont respectés au Gabon. Mais ce que je dis, c'est que par rapport à la déclaration d'un enfant, par rapport à l'établissement d'une carte nationale d'identité, l'État ne peut pas considérer ces actes comme étant des actes relevant tout simplement de la seule responsabilité des citoyens. L'État a besoin que ces citoyens soient déclarés à la naissance, tout comme malheureusement lors des décès, pour d'abord une bonne planification des politiques publiques de développement. Donc l'État doit savoir quel est le nombre de citoyens dont il a en charge, quel est le nombre d'étrangers qui vivent au niveau de son territoire. Donc à partir de là, je pense que l'État doit tout faire pour motiver les citoyens à déclarer leurs enfants, pour motiver les familles à déclarer les décès qui interviennent au sein de ces familles pour une bonne politique de clarification. Mais ne pas le faire nous conduit à quoi? Nous conduit donc à des situations que nous avons connues en 2009 par exemple, où le fichier électoral comportait, tenez-vous bien, plus de 960 000 électeurs pour une population à l'époque d'1,3 million habitants. Est-ce que vous comprenez ce chiffre-là? 960 000 électeurs en plus en 2009. Et si vous faites la soustraction et que vous vous rendez compte qu'en posant la règle de 3, les jeunes dans ce pays, c'est-à-dire de 0 à 17 ans, dont exclus des opérations de vote, puisque n'ayant pas atteint l'âge de la majorité, vous trouverez que, mais ce chiffre-là, on ne sait pas où on est allé le chercher. 960 000 électeurs. Et la seule chose qui a été positive lors de l'enrôlement de 2012, c'est que l'informatisation du fichier électoral, qui prenait quand même en compte quelques données, nous a permis de diviser ce chiffre par deux. On est parti de 960 000 électeurs à 570 000 électeurs, soit un différent de 310 000 électeurs, un peu plus de 310 000 électeurs. Donc, lorsque vous dites que seuls les citoyens doivent pouvoir prendre l'engagement de déclarer leurs enfants, de faire leur carte d'identité, mais l'État serait en problème de pouvoir planifier ne serait-ce que ces politiques de développement. L'État doit savoir quel est le nombre d'élèves qui va à l'école, l'État doit savoir quel est le nombre de fonctionnaires, quel est le nombre d'habitants dans tel village pour avoir des politiques claires de développement. Et tout cela ne peut se faire que lorsque les citoyens sont identifiés. Voilà l'importance d'une identification à partir de la carte d'identité ou à partir de la déclaration des naissances et des décès. Ne me faites pas dire ce que je n'ai moi, pas dit. je pense que... Non. Et lorsqu'on a... Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Peut-être que je termine, mais par politesse, je vous laisse terminer. Oui, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que l'État ne doit pas inciter les citoyens. C'est ce que je dis, ne devrait pas de façon exceptionnelle consentir des moyens. Je sais que nous sommes dans une république. Monsieur Jonathan, lorsque vous avez 18 ans, vous savez, Monsieur Ntutu, merci. Lorsque vous avez 18 ans, vous savez qu'il faut que vous fassiez la démarche pour avoir votre carte d'identité. Des procédures légales existent. Des institutions sont là pour vous faciliter l'obtention de la carte d'identité. Je comprendrais le problème si vous me étiez à me dire qu'il n'y a pas d'endroit où aller pour avoir sa carte d'identité. Les commissariats existent. Tous les jours, vous trouverez des gens dans les commissariats qui viennent solliciter la demande d'une carte nationale d'identité. Ces gens sont servis. Il se trouve, dans le cas d'espèce, que l'opposition en fait un point particulier. J'estime qu'il n'y a pas lieu d'être. C'est tout. Bon, je dis... Si vous avez terminé, je vais vous édifier, peut-être pour sortir, je vais vous édifier par un exemple. Oui. Effectivement, il y a un déficit des points d'établissement des cartes d'identité et des actes de naissance.
Et vous savez que dans notre pays, plusieurs citoyens aujourd'hui ont des problèmes d'actes de naissance. Récemment, il y a eu une campagne d'établissement d'actes de naissance parce qu'au fin fond, vous êtes sans ignorer qu'il n'y a ni sous-préfecture ni préfecture pour pouvoir faciliter l'établissement. Vous connaissez une province au Gabon, il n'y a ni sous-préfecture. Oui, je connais des villages qui sont loin avec des problèmes. Oui, je connais des villages avec des problèmes de communication, des voies de communication qu'il y a au Gabon. Si en plus les citoyens hautement bien placés se trouvent en vue à des problèmes d'acte de naissance, ce n'est pas des citoyens lambda situés à des villages éloignés qui auront. Je me doutais bien que c'était vous connaissez Madame la vice-présidente. Non, je vous prends l'exemple. C'était la vôtre point de Monsieur chute. Koulou, est-ce que vous me laissez terminer? Moi, je vous ai laissé terminer. Il y a deux hommes Koulou. Oui, Monsieur Koulou Pascal. Il vous souviendra que lors des concertations en 2009, la présidente de la République de transition, Madame Rose Francine Rogombe, avait posé ce problème en disant, effectivement, oui, même moi-même, je suis sans carte d'identité. Allez vérifier les archives. Je vous le dis, lors de ces concertations, la présidente du non, à l'époque, elle était présidente de transition, elle était présidente par intérim du Gabon. Lorsqu'il y a eu des concertations à la présidence de la République pour l'organisation de l'élection du 31 août 2009. Non, elle disait la vérité, elle disait qu'elle-même était sans carte nationale d'identité. Vous pensez que toute présidente du Sénat, qu'elle est la mairie à côté, mais elle avait des difficultés pour pouvoir... Et c'est elle qui l'a dit. Donc, je vous démontre. Attendez, M. Koulou, je vous ai laissé terminer. La carte d'identité, laissez-moi illustrer mon exemple. C'est pour vous dire que si déjà... une pièce de citoyenneté que l'on renouvelle tous les 10 ans. Il se pourrait que dans le segment des 10 ans qui partait, je ne sais pas de quelle, à la période où elle a fait sa déclaration, que sa carte nationale d'identité soit périmée. Ce qui arrive généralement comme le passeport. En dehors du permis, qui est une pièce qu'on garde à vie, toutes les autres pièces, on est tenu de procéder au renouvellement. Si je n'ai pas ma carte de cette année, décidément, Pascal est beaucoup gêné par l'exemple que je prends. Parce que j'ai envie de dire que si déjà rendu au niveau du président de la République qui a des difficultés à se faire établir une pièce d'identité nationale, quid du citoyen qui se trouve au fin fond de Mimvoul, qui se trouve aujourd'hui, la route de Mimvoul est presque coupée du reste, certains villages, la route de Mekambo. Même la route de Mekambo. Alors si déjà la présidente de la République n'arrive pas à se faire établir une pièce d'identité, elle qui vit dans la capitale, point d'interrogation par rapport aux citoyens lambda. Donc, l'État doit multiplier les centres de déclaration de naissance et de décès et des centres d'établissement des pièces d'identité. Et c'est pourquoi on demande des audiences foraines pour l'établissement de cette pièce capitale pour la vie d'un citoyen. C'est tout simplement ce que j'ai envie de vous dire. Et vous savez que ce que je dis, en prenant l'exemple de Mme Rogombe, paix à son âme, que j'ai effectivement raison. Merci. Vous avoir raison. Très rapidement, on va conclure sur cette première partie parce que c'était véritablement la partie la plus importante et nécessaire de cette émission. On sait que vous avez appelé tous les citoyens à systématiquement aller se faire inscrire. Vous avez appelé le gouvernement via le ministère de l'Intérieur à prendre toutes ses responsabilités afin que les dispositions soient prises dans les temps pour que cette opération soit immédiatement lancée. Et vous avez aussi appelé les partis politiques à véritablement se mettre sur le fil conducteur de la construction d'un État-nation. Au terme, une petite conclusion à chacun d'entre vous par rapport à ce thème avant d'enchaîner avec le deuxième, Dr Jonathan Toutou. Peut-être Pascal. Peut-être Pascal. Non, vous attendiez à ce que je veux dire pour revenir, mais de toute façon, je vous fais Pascal Koulou. Ce que je veux dire, je dis, le vote est une opération citoyenne, c'est un acte citoyen. Il y a certes la motivation que l'on reçoit des discours et des déclarations des hommes politiques, mais également la vision individuelle que chacun d'entre nous a pour son pays. Et ensuite, les éléments de citoyenneté sont des éléments, contrairement à ce que le docteur Jonathan dit, qui interviennent dans notre vie de tous les jours. On ne peut pas être citoyen et ne pas avoir sa carte d'identité. On en a besoin pour ouvrir son compte, on en a besoin. La plupart des opérations ordinaires qui nous consacrent cette responsabilité citoyenne sont généralement cautionnées par la carte nationale d'identité. Donc, en dehors du volet électoral, la carte nationale d'identité intervient dans notre vie de tous les jours.
on veut voyager, on veut se déplacer, on va acquérir un compte, on veut ouvrir, même quand on a un compte, on va accéder à son propre argent dans son compte. On a besoin de confirmer ça par la présentation de sa carte nationale d'identité et des autres pièces de citoyenneté, notamment le passeport et le permis. Ce que je veux dire, sur ce point précis, c'est que je persiste et je le dis, je ne crois pas qu'il faille, dans des circonstances particulières, engager des dépenses supplémentaires pour révéler aux citoyens sa propre responsabilité. Je serais d'accord qu'une opération ponctuelle, comme la liste électorale, on a besoin d'y mettre des moyens d'information supplémentaires pour expliquer, mais ce qui nous engage en tant que citoyens, nous devrions nous-mêmes l'assumer. C'est déjà un pan sur les principes de démocratie, parce que comment voulez-vous qu'on révèle à un citoyen sa responsabilité vis-à-vis de sa propre personne? Il va de soi que l'ensemble des actes qu'il pourrait être amené à poser, ce sont des actes, comme les gens le disent, on va à chaque fois être presque instrumentalisé. Sur notre carte d'identité, il faut être motivé. Sur le discours politique, il faut être motivé. Sur le vote, il faut être motivé. Je crois qu'à un moment donné, il faut que nous prenions la responsabilité citoyenne d'assumer ce que nous sommes pour le bien de notre pays. Docteur. Bien, merci. Je voudrais conclure en disant ceci. Gabonaises, Gabonais, chers concitoyens, je vous regarde les yeux dans les yeux. Je vous regarde les yeux dans les yeux. L'engagement d'un citoyen vis-à-vis de sa nation, c'est de pouvoir s'impliquer dans la vie politique, la vie sociale, la vie économique de cette nation. Il est temps de s'inscrire sur des listes électorales. C'est vrai qu'il y a des imperfections, mais laissons les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, ceux qui ont en charge les questions électorales, notamment le gouvernement, laissons ces trois pans régler ces problèmes, mais notre responsabilité à tous, c'est d'aller se faire enrôler. Vous venez d'atteindre 18 ans, il faut aller se faire inscrire sur les listes électorales. Donc moi, j'invite les Gabonais à se faire inscrire, dans les conditions du moment, à se faire inscrire sur des listes électorales. Mais en même temps, j'invite le ministère de l'Intérieur à prendre toutes les dispositions pour que cet enrôlement se fasse, pour que cette révision se fasse avec la même technologie, sinon l'amélioration de cette technologie que celle qui a été utilisée en 2012 lors du grand enrôlement. Donc, moi, je pense en tant que citoyen, j'invite les Gabonais à s'inscrire sur les listes électorales, contrairement à ce que certains partis politiques disent, et que les imperfections qu'il y a, on peut les arranger, on peut continuer à négocier tout en s'inscrivant dans les conditions du moment. Très rapidement, on va terminer, on va enchaîner avec le dernier terme, cette traque toujours orchestrée vers ceux qui s'opposent au système, même à l'intérieur du Parti démocratique gabonais. Nous avons un exemple aujourd'hui, Serge Maurice Mabiala, qui continue pratiquement de croupir à la prison centrale de Libreville. Aujourd'hui, ils sont nombreux à avoir sous leur trousse les militaires et policiers du système. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce que c'est raisonnable? Comment le système a pu travailler avec des gens qui étaient déjà, que le système connaissait déjà de flou dès le départ, Pascal? J'aurais préféré que ce soit Jonathan qui aborde en premier ce point, mais qu'à cela ne tienne. Nous venons de parler de la responsabilité citoyenne. C'est important. Nous sommes tous, avant tout, d'abord des citoyens, des justiciables. Notre citoyenneté n'est pas liée à la fonction qu'on occupe. Notre nature de justiciable n'est pas non plus liée à notre rang social. C'est ce que la Constitution dit que nous sommes. Nous sommes tous des citoyens. Devant la loi, nous avons les mêmes droits. Devant la loi, nous serons traités de la même façon. Il va donc de soi, et ça peut se comprendre, que lorsque vous appartenez à une dynamique, telle qu'elle soit, pour des raisons particulières, certaines opérations peuvent aller lentement. Mais il va de soi aussi que même quand on est en fonction, d'autres circonstances peuvent amener la justice à se saisir d'un certain nombre d'actes et demander que vous en rendiez compte. Ce qui n'est pas bien dans notre pays, et je le note, c'est que chaque fois qu'un citoyen, fût-il ancien ministre, fût-il ministre en exercice, fût-il parent du chef de l'État, parent de ministre, est interpellé pour des faits qui auraient valu la prison à un Kudam Nkembo, de Cocotier, même à Pascal Nkoulou, on estime qu'il y a une sorte de traque du parti au pouvoir contre cet individu. La question morale à laquelle nous devons tous nous livrer,
c'est de savoir est-ce qu'il y a des gens qui doivent être amenés à rendre des comptes et qu'il y a d'autres qui en sont totalement exclus. Parce que nous sommes dans une république. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison parce qu'il a détroussé le portefeuille d'une vieille dame et laisser quelqu'un qui détourne des milliards parce que d'aucuns diraient, bon, maintenant qu'il n'est plus ministre, maintenant qu'il n'est plus au cabinet du président, maintenant qu'il a l'opposition, enfin, tout le monde sait qu'en ce qui concerne les crimes économiques, il n'y a pas de prescription. Vous pouvez poser un acte maintenant et la loi vous demande d'en répondre dans 30 ans. Bon, donc, ces gens qui veulent dénoncer les contre-coups de l'État doivent savoir qu'à un moment donné, ils sont tenus d'en faire la démonstration. Vous prêchez l'exemple, soyez vous-même l'exemple. C'est également une façon de leur rappeler, et je suis d'accord avec ça, si quelqu'un dit, oh, le pays est mal géré, ici, ne va pas, et qu'on dit, Joe, voilà les 10 milliards que tu as détournés, commence par les rendre, ensuite, on voudrait bien que tu fasses ton cocorico. C'est bien, c'est bien. Moi, je ne vois pas pourquoi vous parlez de traque. Ce sont des citoyens, la justice leur demande de rendre des comptes. Il s'agit de milliards. Jonathan Toutoum tout à l'heure parlait de ce que l'État doit mettre des moyens. Mais si ceux qui viennent servir l'État viennent dans le but de s'enrichir, dans le but de faire des tiroirs, et après se dire, moi je suis devenu opposant. Mais Pascal, on sait très bien que tous, à un moment donné, se sont enrichis. On le sait. Le Gabonais lambda le sait. C'est pour ça que le Gabonais lambda fustige, c'est le fait que les procédures s'accélèrent toujours à une vitesse grand V lorsque vous vous opposez. Mais quand vous êtes dans le système, combien aujourd'hui au Gabon sont restés dans le système et sont en prison? Je vais vous inviter à vous rapprocher de la Commission nationale d'enrichissement illicite. Vous savez je très crois bien que s'il n'y avait pas le secret, parce qu'évidemment, il y a le secret de l'instruction, tous les citoyens, tous les actes judiciaires plutôt, ne peuvent pas être rendus publics. Beaucoup de hautes personnalités, certains sont même encore en fonction, ont été amenés à rendre des comptes. Ceux qui estimaient et qui reconnaissaient que les actes qu'ils avaient posés étaient des actes préjudiciables au fonctionnement de l'État régulier ont consenti à rembourser. Et aujourd'hui, on l'a vu, un directeur de cabinet d'un ancien ministre qui est encore aujourd'hui un haut dignitaire de l'État a été mis aux arrêts. Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a dit on en veut à tel parce que c'est tel. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on fait l'État au village. L'État n'a de valeur que quand ça poursuit tel et pas tel autre. Parce qu'aujourd'hui, quelle que soit la personne, on a tout de suite, quand M. Eguendo a été interpellé par la Commission nationale sur l'enrichissement illicite pour se justifier sur la gestion sur les faits tournantes et de l'argent qui avait été utilisé. Vous savez qu'au cours de ces faits tournantes, il y a eu une histoire ténébreuse des pains qui auraient coûté 1 milliard. Pourquoi est-ce qu'on peut acheter des pains pour 1 milliard? 1 milliard de pains. Bon, cette affaire a été passée comme ça par plus de profit. En parlant de la province de l'Estuaire, M. Eguendo n'était pas le seul impliqué dans c'est justement ça. On a l'impression que dès qu'on commence ça, pour démanteler un réseau, il faut bien commencer par quelqu'un. Il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'on cherche des pouces sur la tête. Et ça veut dire que dans toutes les provinces, il fallait qu'on arrête tout ce qui, ou bien qu'on interpelle tous ceux qui ont eu à gérer cette manne financière de l'État. La plupart. Parce que dans toutes les provinces, jusqu'à aujourd'hui, on n'a eu aucune réalisation palpable, concrète, qui existe toujours. Mais comment voulez-vous qu'on arrive à poursuivre des enquêtes lorsque le processus est enclenché et on a exactement ce que vous venez de déclarer, c'est-à-dire les gens vont, au lieu d'applaudir et de reconnaître que ce sont des actes de transparence, il n'y a pas de bonne gouvernance sans justice. Il n'y a pas de justice s'il n'y a pas de punition. On veut que la loi frappe tout le monde, sans distinction de parti de système. Quand la loi frappe un ancien aussi. Quand la loi frappe un ancien ministre, vous estimez que c'est une traque. Quand la loi frappe le directeur de cabinet d'un ancien ministre, vous estimez qu'on en va à l'ancien ministre. Oui. Quand la loi met au défi un parlementaire, vous estimez vous citez 3-4 personnes. On sait très bien qui a fait quoi dans ce pays, Dr Jonathan Toutoum. Non, je pense que tous les propos tenus par Pascal tiennent. Je suis même en droit de vouloir applaudir. Mais je regrette une seule chose, c'est que la justice, c'est vrai, tout le monde est justiciable. Mais il faudrait que cette justice s'applique lorsqu'on est en fonction et lorsqu'on est membre d'un parti quelconque.
Je veux prendre l'exemple de l'opération Épervier. Lorsqu'on est rendu coupable des actes de détournement au Cameroun, on n'attend pas que le ministre démissionne ou bien que la personne qui est aux responsabilités démissionne. C'est pourquoi on a vu quelques exemples que je vais citer et qui ont été mis en prison à travers l'opération Épervier au Cameroun voisin. Vous avez le cas de Atangana Medara, vous avez le cas d'Amidou Marifa Yaya, vous avez le cas de Titus Edjoa, Jean-Michel Atangana, Jean-Michel Focho et j'en passe. Ces gens étaient bien aux responsabilités lorsqu'ils ont été pincés par l'opération Épervier comme s'étant rendus coupables d'actes de détournement. Mais par contre, ce qui se passe au Gabon, c'est que personne n'est riche ici parce qu'il est fils d'industriel. Je ne connais pas quelqu'un au Gabon qui est riche parce qu'il est fils d'industriel. Encore faut-il qu'on nous prouve qu'au Gabon, qu'il y a des générations des industriels au Gabon. Chacun est riche ici. Enfin, les riches qu'on compte au Gabon, ils ont été riches parce qu'ils ont été aux responsabilités, premier fait. Mais est-ce qu'un chef d'administration peut s'acheter un véhicule de 45 millions de francs, même si vous êtes en A1? Ça, il faut voir. Où est-ce qu'ils ont trouvé cet argent qui leur permet de rouler carrosse? Donc, à ce niveau, les enquêtes doivent être menées au niveau de chaque poste de responsabilité qui est attribué à tout un chacun pour que la justice s'applique. Mais ce que nous remarquons, et Pascal, tu ne vas pas nous empêcher de faire ce constat, c'est que nous avons une justice qui fonctionne comme étant une justice de mégaphone, une justice au relent de vengeance politique. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à partir du moment où une justice se transforme comme étant un levier de vengeance politique, les procès politiques, on ne les gagne pas au palais de justice. Le procès politique se gagne au niveau de l'opinion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est mis en prison parce qu'on veut procéder par une revanche politique par rapport à ses positions, eh bien, la cote de popularité de cette personnalité monte au niveau de l'opinion, même s'il est condamné par la justice. C'est ce que moi j'appelle ici une justice de mégaphone, parce qu'il faut bien qu'on nous justifie la richesse qui est celle de nombreuses familles aujourd'hui, pour qu'on sache qui était industriel dans cette famille-là, qui a pu léguer quoi à sa famille. Le Gabon est un jeune pays, je pense que le Gabon existe en tant qu'entité étatique depuis 1960. Comment est-ce que ces familles ont pu se faire enrichir? J'en passe. Donc, moi je dis, quel que soit ce qu'on peut dire, l'opinion pensera toujours que ceux qui sont aujourd'hui arrêtés, ceux qui sont aujourd'hui inquiétés, le sont tout simplement parce qu'ils ont peut-être manifesté des velléités d'émancipation vis-à-vis du pouvoir en place, quelle que soit la raison, même si les raisons sont fondées, hein, moi je le dis, même si les raisons sont fondées, même si ces gens ont effectivement détourné. Ce que nous souhaitons, c'est qu'au moment où on se rend compte qu'ils ont détourné. Je prends le cas, par exemple, de notre compatriote Serge Maurice Mabiala. Voilà quelqu'un qu'on accuse de s'être rendu coupable d'actes de détournement de 2 milliards presque de francs CFA. Premièrement, aucun chèque, il a été prouvé qu'en zone CEMAC, aucun chèque ne peut être libéré au nom d'un individu pour une institution. 2, lorsque il a été directeur des grandes entreprises au niveau de la direction des impôts et qu'on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne tournait pas. Pourquoi à cet instant on ne l'a pas arrêté? Dieu seul sait que le renseignement fonctionne au Gabon. Mais voilà quelqu'un qui vient de détourner 2 milliards, à qui on fait la promotion d'être directeur de cabinet du chef de l'État. Quelque temps après, il est nommé ministre de la fonction publique. Mais c'est quand il sort du gouvernement et qu'il a des velléités d'émancipation et qu'il dénonce la gouvernance qu'on en vient à dire finalement qu'il est coupable d'actes de détournement de deniers publics. À ce moment-là, on peut peut-être nous prouver la véracité de ce détournement, mais l'opinion ne s'empêchera pas. On peut tout interdire à quelqu'un sauf de rêver ou de penser, même si on t'interdit d'exprimer les résultats de ta pensée, mais ça ne t'empêche pas de penser. Mais l'opinion pensera qu'on l'a arrêté tout simplement parce qu'il appartient au courant héritage et modernité. Ben, voilà des gens qui partent du PDG. D'abord, j'ai envie de dire que l'acte d'adhésion dans un parti politique est libre. On est libre d'adhérer dans un parti comme on est libre d'en sortir. Mais ça m'étonne que même M. Jean-Boniface Assélé, qui vient proliférer des menaces à la télévision à son neveu, M. Léon Pongoulakia, mais M. Assélé lui-même, il a été exclu du PDG pour avoir créé le courant des réformateurs et qui est devenu le CLR, le cercle des libéraux réformateurs. Mais qui l'a menacé? Est-ce qu'il pense qu'on reste dans un parti politique par obligation?
On est citoyen et je pense que le PDG n'est pas le parti de la famille Bongo. On ne crée pas un parti seul, on crée un parti avec d'autres individus. Et je pense que le PDG a bien été créé par un ensemble de compatriotes qui accompagnaient le président Omar Bongo à l'époque. Donc le fait de partir du PDG ou de partir d'un autre parti politique ne doit pas vous transformer en une victime ou bien en quelqu'un à qui on va aller chercher des noms sur la tête parce qu'on s'est rendu compte qu'il est en train de partir et que finalement il faut qu'on cherche des dossiers. Moi je dis, tous ceux qui ont eu à gérer des affaires publiques au Gabon, à un moment donné ou à un autre, comme le président Bongo, ont quand même eu à prendre un doigt de banane durant tout le parcours qu'ils portaient des bananes. Et comme ils avaient fait, ils ont pris un doigt de banane. Mais à ceux-là, il faut qu'on demande des comptes à tout le monde. Mais il ne faut pas attendre que quelqu'un dénonce ce qui se passe pour qu'on dise finalement, oui, il a volé et il faut qu'il réponde de ses actes devant la justice. À ce moment, ça ressemble à une justice de mégaphone, à une justice au relent de vengeance. Le temps qui nous était parti est pratiquement terminé. Oui, très rapidement. Je veux seulement dire au docteur Jonathan une chose. Très rapidement. Je crois qu'il faut qu'on s'en tienne aux actes. Lorsque M. Maurice Madial est interpellé, moi ce que j'ai vu m'a effrayé. J'ai vu des leaders de l'opposition et certains membres de la majorité s'associer pour de facto crier au complot, crier à la traite, sans que personne ne se soit intéressé aux faits. Et vous-même, vous l'avez dénoncé, M. Jonathan, en disant il faudrait que tous puissent être capables de rendre compte. Parce que la possibilité inverse, personne ne l'envisage. Qu'est-ce qu'il ne nous dit pas? Que ces gens-là, justement, se mettent à cette posture parce qu'ils se rendent compte que des enquêtes ont été ouvertes contre eux. Et justement, pour essayer de se mettre à l'abri, ils utilisent le peuple qu'ils ont estorqué. C'est très grave de voir, comme on l'a vu devant la cour de la direction générale des recherches, où des opposants sont venus soutenir un membre du Parti démocratique gabonais. Sur quelle base? Quelqu'un qui est inculpé pour avoir détourné, vous êtes opposant, vous prenez la morale, vous prenez la probité, vous prenez la responsabilité, vous prenez l'éthique citoyenne, et voilà, vous êtes en train de réclamer qu'on libère un homme qui est reproché de détournement. Ce type d'alliance, ce sont des alliances de sorciers. Et nous nous retrouvons avec des gens qui, conscients du mal qu'ils ont fait dans ce pays, se servent de la politique pour s'abriter. Je suis tout à fait d'accord. Que les uns les autres répondent. Peu importe, parce qu'aujourd'hui, c'est certainement M. Ali Bongo qui est sur l'État, mais vous imaginez, Pascal Kouloudemé, président, il y en a qui rendront les comptes. Vous allez demander les comptes à tout le monde? À tout le monde. Même c'est ce que les Gabonais veulent. Et n'instrumentalisons pas leur opinion. Disons seulement qu'au Gabon, aujourd'hui, il y a une justice. Cette justice se doit d'être encouragée lorsqu'elle procède à la mise en place des normes régulières de l'État. Merci beaucoup, messieurs. Merci de votre disponibilité. On aura le plaisir de vous retrouver très prochainement sur nos antennes, toujours dans le cadre de ce rendez-vous sur le vif, peut-être aussi dans le cadre du débat politique. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir été fidèles, de nous rester fidèles. On se retrouvera très prochainement avec d'autres thématiques et d'autres présentateurs, puisqu'on essaye de se relayer sur votre chaîne du futur. Bonne nuit à tous.